Chers téléspectateurs, bienvenue sur Al24 News. Notre couverture dédiée à la visite d'État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine se poursuit. Une visite qui prend fin aujourd'hui. Le président Tebboune s'envole vers la Turquie où il entamera une autre visite de travail de 2 jours. Hier, le chef de l'État algérien s'était rendu à Shenzhen, la ville économique par excellence. Là-bas, il s'est rendu chez 2 entreprises chinoises de renom, en l'occurrence Huawei dans le secteur des télécoms et des nouvelles technologies et BYD pour l'automobile électrique. Alors au-delà des objectifs politiques et géopolitiques, la visite en question reflète l'excellence des relations économiques entre les 2 pays, à savoir l'Algérie et la Chine. Rappelons que pas moins de 19 accords ont été signés dans plusieurs domaines, suivis de 12 autres accords conclus lors du forum d'affaires bilatéral. Nous allons tenter de cerner les contours de cette relation qui suit la marche de l'histoire à travers une relation, je le disais, entre les 2 présidents et leurs personnalités qui sont aujourd'hui l'un des principaux visages de la coopération algéro-chinoise. Restez avec nous, nous en parlons dans quelques instants. Alors, pour poursuivre le débat autour de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Chine, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Mostafa Mekidash. Vous êtes expert international en économie. Merci de nous avoir honoré de votre présence, Monsieur Mekidash. Je vous remercie de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Alors, depuis Paris, nous aurons dans quelques instants Gamel Abina, éditorialiste et spécialiste des questions internationales, qui sera en direct avec nous. Nous serons rejoints ensuite par Li Yuan, consultant sur les affaires internationales et directeur général de Viaduc Chine, qui sera avec nous en direct depuis Pékin. En deuxième partie d'émission, nous aurons la participation de Dimitri Babitch, éditorialiste et analyste politique, qui sera avec nous en direct de Moscou. Et Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille, quant à lui, qui sera avec nous en direct depuis Marseille. Alors d'emblée, Mostafa Mekidash, j'ai envie de commencer ce débat avec vous. D'abord, vos impressions en général autour de cette visite en Chine. Je pense que c'est sa richesse, sa diversité, aussi son efficacité qui caractérise les résultats de cette visite. J'en veux pour preuve 3 éléments qui structurent finalement, au bout du compte, les résultats obtenus. Premièrement, le communiqué commun politique, qui balise, si vous voulez, à la fois les convergences diplomatiques de court terme sur les grands sujets de l'heure, mais également qui trace les visions, si vous voulez, géopolitiques de moyen et long terme. Parce qu'on est dans une reconfiguration internationale, à la fois en termes économiques, mais aussi en termes géopolitiques. Ça, c'est un premier aspect. Le communiqué commun, finalement, reflète l'histoire commune que l'Algérie et la Chine ont vécue, donc depuis notre guerre de libération, et même depuis, en remontant plus loin, à Bandung, oui, et qui marque, si vous voulez, une convergence de vues sur les intérêts donc, du Sud global, comme on dit. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, si vous voulez, ce sont les résultats concrets dans le champ économique, avec donc les nouvelles visions de la Chine, qui est la 2e économie mondiale et qui avec les 19 accords multisectoriels signés, marque des avancées profondes, à la fois dans les secteurs de pointe, le spatial, donc l'industrie, les grandes infrastructures, oui, et tout ça. Donc, c'est 19 accords, appuyés sur le chiffre qui a été donné d'investissement de 36 milliards. On n'est plus dans l'image colportée dans le passé d'une Chine qui vend de la bimbeloterie donc, à travers le monde, mais là, on est, si vous voulez, dans une démarche extrêmement nouvelle, mais également qui prépare l'avenir. Et l'autre aspect, c'est évidemment les 12 accords qui ont été signés, oui, par les communautés des affaires des 2 pays et qui sont non moins importantes, même si c'est des PME, etc. On commence petit, mais on voit grand. Et donc tout ça, finalement, structure une visite et donne du contenu, sachant qu'il y a eu des accords précédents qui ont été déjà engagés et que ce soit récemment dans la pétrochimie avec Sonatrach, oui,
avec les projets avec Sinopec, mais aussi dans l'aval pétrolier, donc dans la pétrochimie, l'accord sur le polypropylène, puisque Total nous a abandonné le projet. Donc il y a donc un partenaire chinois qu'a trouvé donc la Sonatrach et qui reprend ce projet, y compris dans sa commercialisation, avec la commercialisation de GPL vers les grands marchés chinois. Tout ça donc c'est donc une continuité et donc un développement plus large, avec évidemment les trois grands projets qui structurent et qui sont déjà engagés. Donc Garage Bilet, Jebel Onk, donc pour la pétrochimie, les engrais. Les engrais, oui. Et puis ensuite, donc le troisième projet, qui sont tous ces projets marquent, si vous voulez, une présence dans des secteurs qui sont importants. Et puis le port de Hamdania, donc le troisième, et qui constitue, si vous voulez, donc une porte d'entrée non seulement vers l'Afrique subsaharienne, mais également vers le monde arabe et l'Europe. Et la Méditerranée. Donc le contexte euro-méditerranéen, puisque nous sommes dans le marché commun de l'Union européenne. Alors tout ceci donne une dimension nouvelle. Du relief à cette visite. Absolument. Très bien, merci pour votre entrée en matière, Mustapha Mekidesh. Gamal Abina vient de nous rejoindre depuis sa fenêtre parisienne, comme d'habitude. Alors, Gamal, on a l'impression que la relation entre l'Algérie et la Chine suit le cours, la marche de l'histoire, sans aucune difficulté. C'est ça la particularité, et ce à tous les niveaux. Est-ce que parce qu'elle est dépassionnée, pragmatique, ou bien est-ce que c'est à cause de quelque chose d'intrinsèque qu'ont ces deux pays et qui rejaillit tout simplement sur le bilatéral? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs éléments. D'abord, ces deux pays amis depuis longtemps. Il y a une relation entre la Chine et l'Algérie très saine depuis 1958, puisque le GPRA avait été reconnu par la Chine, on l'a déjà dit. Mais surtout, des convergences économiques. C'était deux pays qui avaient une économie planifiée dans les années 60-70. Deux pays qui sont du Sud, deux pays qui ont été colonisés ou qui ont subi la barbarie coloniale. Deux pays qui qui étaient plutôt du bloc de l'Est, dans l'absolu. Et deux pays qui, depuis 20 ans, avec une relation extrêmement forte entre l'Algérie et la Chine par rapport au développement du pays, des infrastructures, des constructions d'hôpitaux, autoroutes et autres, deux pays qui se sont fait confiance. L'Algérie a confié la base de développement des infrastructures à la Chine. La Chine sait dire merci à l'Algérie. Aujourd'hui, la Chine, qui est la deuxième puissance économique mondiale avec 17 000 milliards, presque 18 000 milliards de PIB, a eu une croissance de 8,5% de rattrapage en 2021 à une croissance de 3%. C'est le pragmatisme chinois qui l'emporte. Il travaille évidemment pour cela avec des amis de la Chine, dont l'Algérie, qui a tout de suite reconnu une Chine unitaire, une Chine unique. Et donc cette convergence d'intérêts fait qu'à la fois il y a d'abord une amitié de longue durée, une idéologie qu'ils ont partagée en commun, avec toujours un État qui reste malgré tout un peu dirigiste, mais il le faut, puisqu'évidemment on ne peut pas laisser le trésor, par exemple du pétrole ou du gaz, à des compagnies privées. Et puis l'autre aspect le plus important, c'est que la Chine travaille avec l'Algérie, parce qu'il y a des raisons idéologiques convergentes, qui font qu'aujourd'hui, sur le terrain du pragmatisme économique, la Chine a besoin de l'Algérie, évidemment, pour se développer en Afrique, et l'Algérie a besoin de la Chine pour enfin sortir du développement, parce qu'on est toujours en cours de développement. Très bien, justement, alors Gamal Abina, de quelle manière l'évolution dans les relations algéro-chinoises peut-elle rejaillir, si l'on tient compte des aspects que vous venez de développer, rejaillir sur la stabilité géopolitique régionale, internationale dans le monde? Alors, première chose, là où il y a un développement économique, on le voyait avec la communauté du charbon et de l'acier en Europe, oui. Pour empêcher la guerre, ils se sont mis d'accord sur un développement économique sur la base du charbon et de l'acier, puis après de tous les autres secteurs d'activité. La Chine fait ce pari de l'apaisement des tensions par le développement économique. On l'observe très bien en Éthiopie, dans laquelle elle a développé 5 grandes zones économiques spéciales, comme en Chine d'ailleurs. À l'époque, traditionnellement, c'était les zones économiques spéciales, oui. Du temps des premiers dirigeants chinois réformateurs. Et aujourd'hui, en Algérie, eh bien, les Chinois ont un pari sur l'Algérie pour 2 raisons. D'abord parce que sur un plan infrastructurel, le pays est en place aujourd'hui. Il a les capacités de pouvoir exporter, que ce soit par les voies ferrées, routières ou maritimes, et évidemment par les aéroports, mais surtout parce que le développement économique garantit que les gens qui sont dans le pays aient une condition sociale acceptable et donc n'aient pas de revendication autre que celle de s'en sortir dans la vie, de travailler. Oui. Donc cet aspect-là est un aspect que les Chinois ne perdent pas de vue. Ils savent que là où il y a le développement économique, et on le voit en Asie, les Chinois ont beaucoup investi en Asie, que ce soit en Malaisie, au Vietnam, un peu partout, eh bien il n'y a pas de guerre depuis 35 ans, 40 ans maintenant. Eh bien ce pari-là est fait pour
pour l'Afrique. La Chine a dit que si on lançait les infrastructures et si les pays africains arrivaient à un seuil de développement suffisamment sérieux pour que les gens n'aient plus de revendications sociales sérieuses aussi, à ce moment-là, il n'y aura plus de raison de gronde sociale et encore moins de manipulation de l'étranger pour créer des guerres civiles. Très bien. Mustafa Mekidesh, j'ai envie de vous poser un peu la même question. Lorsque deux pays, deux acteurs centraux de la géopolitique actuelle, qui est en pleine transformation, sont en parfaite entente comme ça, comment cela pourrait-il rejaillir sur la stabilité du monde, tout simplement? Moi, je pense qu'il faut intégrer ça dans les évolutions des chaînes de valeur internationales sur le plan économique, post-Covid. Oui. Post-Covid, vous avez vu les positions donc, des pays, notamment occidentaux, qui veulent revoir le schéma de la mondialisation telle qu'elle existait, c'est-à-dire revoir leurs investissements. Relocaliser des pans entiers de l'industrie. Diminuer, absolument, oui. Délocaliser donc, vers la Chine pour pouvoir récupérer sur leurs espaces économiques et géographiques un certain nombre d'investissements qui étaient délocalisés en Chine. Alors ce qui se passe, c'est que maintenant, donc avec les positions qui ont été développées au cours de cette visite notamment, c'est qu'on voit que finalement la Chine est intéressée par le développement des infrastructures d'abord, donc la route de la soie et qui marque le fait que l'Algérie constitue un espace où la coproduction, la délocalisation d'un certain nombre si vous voulez, d'usines et de produits qui étaient faits en Chine, oui, peut se faire en Algérie pour les marchés arabes, africains, subsahariens, mais également européens. Et donc, ça constitue, si vous voulez, une stratégie nouvelle de relocalisation avec donc un redimensionnement à laquelle l'Algérie va participer de façon comme un acteur de plus en plus important dans cette. Ça, c'est valable, si vous voulez, dans nos relations avec la Chine, mais également avec la Russie, avec d'autres. Oui. Et demain, peut-être avec le Japon, hein, pourquoi pas. Mais ceci, donc, est un élément fort de la restructuration des chaînes de valeur internationales. Et l'Algérie y participe. Ça, c'est un premier point. D'ailleurs, donc, il y a des projets, si vous voulez, de construire en Algérie une grande usine de batteries électriques. Donc, sujet sur lequel il y a des éléments extrêmement stratégique sur cette question-là, si l'on veut développer les voitures électriques. Alors tout ça, c'est déjà acté sur le plan de la pétrochimie. Sonatrach a bien compris qu'elle a aussi maintenant des marchés qui s'ouvrent à elle pour le GPL. Oui. On était, si vous voulez, emprisonnés dans le champ euro-méditerranéen pour nos exportations de GPL. Et là, avec, si vous voulez, l'extension du port de Skikda, par exemple, donc on peut avoir, si vous voulez, donc la Sonatrach a signé des accords d'exportation de GPL vers la Chine, et avec donc des projets, y compris dans la pétrochimie, puisqu'il y a les marchés, il y a les technologies, il y a les financements. Je ne vois pas pourquoi donc, on irait chercher ailleurs. Oui. Donc, et cela marque le fait que, de ce point de vue-là, on a donc les deux grands projets de pétrochimie qui sont actés avec les Chinois déjà, le vapocraquage de Skikda, dont les études ont été, donc, dont le contrat a été signé avec l'entreprise chinoise CC7, et également le projet de propylène, de polypropylène qui devait être fait avec Total et qui est fait avec les Chinois. Sans parler de l'amont pétrolier avec les Chinois. Je ne parle pas de la raffinerie qui a été faite à Hadrar, etc. Alors tout ça marque, si vous voulez, donc une nouvelle configuration qui commence à naître, qui commence à naître dans les chaînes de valeur internationales dans laquelle l'Algérie sera partie prenante. Et dernier point sur lequel je voulais également insister, c'est que les instruments financiers se mettent en place. Très bien. Ces instruments financiers, donc sur des contrats de long terme, avec des délais de paiement plus longs, donc des délais de paiement et également des taux d'intérêt plus bas. Voilà. Merci Monsieur Mekidesh pour toutes ces informations bien détaillées, parfois même chiffrées. Alors Gamel Abina, Monsieur Mekidesh vient de le dire, du gaz de pétrole liquéfié qui va vers la Chine, des batteries de voitures électriques construites, plutôt produites en Algérie en partenariat avec les Chinois. On a l'impression tout simplement qu'un nouveau plan concernant l'économie mondiale, une nouvelle phase qui assume l'économie de marché, mais sans tout simplement
les affres peut-être que l'on a connues avec un capitalisme incontrôlé de la part de l'Occident pourrait voir le jour justement en Algérie et un projet qui devrait commencer avec les Chinois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. La différence fondamentale entre le système chinois, russe aussi, on le voit dans les pays de l'Est en général, et le système ultralibéral américain qui voulait absolument contaminer, parce que je parle de contagion économique, le reste du monde avec un système extrêmement prédateur, extrêmement dangereux, qui privatise tout jusqu'au gaz et au pétrole, je le rappelle, c'est que l'État est quasiment absent dans les pays occidentaux dits ultralibéraux. L'État ne gère rien, il ne gère que les grands comptes et laisse le marché privé s'autogérer avec une gestion assez calamiteuse qui crée des crises systémiques quasiment tous les 10 ans, alors que dans les systèmes planifiés, mixtes en l'occurrence, parce que maintenant on est passé dans un système mixte, où il y a le public qui travaille avec le privé, le partenariat public-privé, eh bien ça fonctionne relativement bien parce qu'il n'y a pas de crise systémique. On n'a pas observé ça en Chine. La Chine a une croissance constante depuis quasiment 30 ou 40 ans, depuis la réforme de Deng Xiaoping. L'Algérie, on dira que son Deng Xiaoping, ça a été, on peut le dire sincèrement, ça a été Bouteflika, puisqu'il a voulu un petit peu imiter le modèle de capitalisme dirigé par l'État, mais de toute façon libéral malgré tout, mais pas ultra-libéral. La différence est notoire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la convergence de vues, c'est que deux systèmes qui s'opposent. C'est un système où le tout libéral prétend que l'économie s'autogère, on connaît ces thèses, et l'autre système où l'État reste quand même l'arbitre qui fera attention qu'il n'y ait pas de dérive ou de catastrophe économique comme ce qu'on a observé en 2008, par exemple, en 1998 avec la crise asiatique. Oui, c'est l'État régulateur, l'État protecteur. Et moi, mon credo, c'est de dire qu'un État fort protège les faibles. C'est pas parce qu'on a de grands capitalistes chez soi qu'on doit abandonner sa population, et c'est pas le cas des pays de ces pays-là qui ont à cœur, parce qu'une population importante quand même, 1,2 milliard d'habitants, il faut gérer. Eh bien, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de famine, qu'il n'y ait plus ces écarts énormes. Ils ont même créé une classe moyenne considérable en Chine depuis 1998, et l'Algérie tend vers cela. L'autre aspect positif, c'est que l'Europe a choisi, il y a 4 grandes économies en Europe, France, Angleterre, Italie, Allemagne. L'Italie et l'Allemagne ont conservé leurs industries, ça a été dit par votre économiste. La France et l'Angleterre ont décidé de désindustrialiser au profit de 2 seules industries qu'ils ont conservées, le militaire, ça par contre ils ont conservé à fond, et surtout les aéronautiques et la recherche scientifique, ils sont dessus, ils sont surtout sur le tertiaire, et ils se sont rendus compte avec la crise du Covid qu'ils étaient complètement démunis, étaient incapables de fabriquer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui ils essaient de relocaliser, mais malheureusement pour ces pays-là c'est impossible parce que les coûts de relocalisation sont trop élevés, parce que les coûts de fabrication sont trop élevés aussi, parce que les produits sortiront 2 fois plus cher que sur le reste du marché, et surtout simplement parce que les entrepreneurs qui sont libéraux et ultralibéraux n'accepteront jamais de revenir sur le terrain français, sauf peut-être des menaces de sanctions peut-être pénales, je ne sais. Mais une chose est certaine, c'est que la question en Algérie ne se pose pas en ces termes-là, parce que l'Algérie est un Eldorado économique aujourd'hui, on le sait, parce que si les promesses sont tenues, ça va être une croissance considérable, qui commence déjà à démarrer d'ailleurs entre 4 et 5%, et que si effectivement les IDE chinois arrivent massivement avec une volonté de vrai développement, par exemple le batterie au lithium, l'énergie solaire, toutes ces énergies qui sont le futur, c'est pas le passé. Si on s'inscrit là-dedans, on aura un pas d'avance par rapport au reste des pays, et surtout on bénéficiera à plein d'une nouvelle énergie, l'énergie gratuite en l'occurrence, qui est effectivement le solaire. Merci Gamel Labina d'avoir été avec nous durant toute cette couverture spéciale. Je rappelle. Allez-y, monsieur Mekidash. Je voulais juste confirmer ce que disait notre ami Labina sur les questions de convergence des modèles de développement chinois et algériens. Je pense que dans l'aspect production, on en a parlé sur les chaînes de valeur, mais également sur le fait que dans les 2 pays, donc les redistributions et la prise en charge, si vous voulez, des questions de pauvreté, des questions, si vous voulez, de développement humain sont au centre. C'est-à-dire que les Chinois ont sorti de la pauvreté des centaines de millions. L'Algérie a électrifié son pays, donc elle a pu donc passer d'un niveau de développement, d'un IDH qui était extrêmement bas aux premières années de l'indépendance au plus grand. Donc on est maintenant en tête, en tout cas sur le podium depuis plusieurs années en termes d'IDH. Alors tout ça marque, si vous voulez, des doctrines en matière économique et sociale extrêmement convergentes. Très bien, merci monsieur Mekidash. Laissez-moi remercier Gamel Labina qui doit néanmoins nous quitter. Merci Gamel Labina, je disais, d'avoir été avec nous tout au long de cette couverture. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions politiques. Merci Gamel. Je continue avec vous, monsieur Mekidash, sur les questions économiques. Accueillons juste avant, si vous le voulez bien, monsieur Li Yuan, qui nous rejoint depuis Pékin. Vous êtes consultant en affaires internationales et directeur général de Viadik Chine. Bonjour monsieur Li Yuan. Bonjour. Alors, l'Algérie.
Merci, Monsieur Liouane. D'emblée, j'ai envie de vous poser une question pour compléter un peu le débat. Alors, on en a beaucoup parlé, notamment dans la presse chinoise, de la personnalité des deux présidents, rappelant que c'est la première fois que Xi Jinping et Abdelmadjid Tebboune se rencontrent. Alors, les deux présidents incarnent aujourd'hui la relation des deux pays. Xi Jinping est du côté chinois, tout simplement celui qui aura écrit les plus belles pages, peut-être, de l'économie chinoise dans ces dernières années. Et l'on rappelle justement ce qu'on appelle plutôt de manière familière le libre marché en Chine. Alors, comment est perçue l'action du dirigeant chinois et son engagement à faire de la Chine la première puissance économique mondiale dans le monde? Je pense que c'est plutôt bien accueilli par la population parce que l'objectif de développement économique, c'est pas d'être numéro 1, numéro 3, mais c'est de faire le bien-être de la population. Nous avons pu réussir pendant les quelques décennies passées à sortir plus de 700 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Je pense que c'est ça aussi la grande contribution de la Chine vis-à-vis de ce monde. Donc, si la Chine se développe, elle crée l'opportunité pour tout le monde, pour les pays occidentaux, mais aussi pour les pays en développement. Donc, c'est ça, je pense que l'objectif de développement, le cœur, la finalité du développement chinois, c'est de vraiment faire en sorte que sa population puisse vivre une vie moderne, puisse vivre une vie aisée, de sortir de la pauvreté. Nous avons encore beaucoup de tâches à faire. Vous savez que c'est comme un pays très vaste. Il y a encore des infrastructures à construire, encore des secteurs à développer, encore des villageois à attendre la modernité. Donc, oui, effectivement, il y a de la réalité, mais il y a encore de la grande tâche qui nous attend derrière et qui nécessite encore des décennies. Très bien, Liouane. Mostafa Mekida, j'ai envie de vous poser un peu la même question sur le visage un peu moderniste de l'économie qui est voulu par Abdelmadjid Tebboune depuis son arrivée à la tête de l'État en Algérie. L'on voit cet attachement, en quelque sorte, à s'allier économiquement avec des puissances mondiales, notamment dans le secteur de l'industrie. Oui, moi je pense que ce qui est au cœur, si vous voulez, du nouveau paradigme économique algérien, puisque ce nouveau paradigme acte le fait que nous sortons, si vous voulez, des hydrocarbures comme moteur principal de la croissance et du financement de l'économie. Oui. Alors j'en veux pour preuve le fait qu'on soit passé, si vous voulez, du plafond de verre des 2 milliards de dollars d'exportation qu'on n'a jamais atteint pendant des décennies, à 7 milliards de dollars l'année dernière, en 2022. Et des prévisions de 13 milliards de dollars. Des prévisions de 13 milliards de dollars et des perspectives donc en train de haussier. Alors ça témoigne du fait que l'Algérie est en train de sortir avec donc une communauté d'affaires plus dynamique là, qui s'exprime notamment dans la jeunesse et dont nous avons vu certains aspects au cours de cette visite en Chine. Alors tout ça marque, si vous voulez, la nécessité d'être accompagné par des grands partenaires avec lesquels nous avons des relations stratégiques pour pouvoir nous accompagner dans cette coproduction dans notre pays, et pour pouvoir participer aux chaînes de valeur internationales d'une façon nouvelle ou en tout cas renouvelée. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes aussi engagés dans des technologies, non pas des technologies vieillissantes, comme on a voulu le dire, que nous importons de ces pays-là, comme la Russie ou la Chine, des technologies qui sont déjà, alors que nous sommes dans des technologies nouvelles extrêmement importantes dont nous allons parler, je pense. Et de ce point de vue-là, la visite du président de la République à Huawei, qui est un leader mondial dans les télécommunications, et également la visite également chez BYD, oui. pour les productions d'automobiles électriques marque, si vous voulez, qu'on est dans les nouvelles frontières technologiques de demain. On n'est pas dans les technologies anciennes et sur lesquelles vont si vous voulez, s'articuler aussi si vous voulez, des coopérations. Avec évidemment les produits traditionnels dont le monde a besoin pour se nourrir. Je pense aux engrais, je pense également
à la sidérurgie donc de Garagui-Villette, donc aux engrais de TBSA. Donc tous ces projets. Également l'exploitation des terres rares des dans terres rares, l'Algérie. tout à fait, sur le plan recèle, minier. le sous-sol Algérie recèle 20% des terres rares tout ça, disponibles dans le monde. Et les énergies renouvelables. Oui. Vous savez que sur le plan du photovoltaïque, la Chine est leader mondial. Oui. Et elle sera probablement leader mondial dans les voitures électriques. Tout ça offre des perspectives de long terme qui vont consolider les orientations que nous observons actuellement. Très bien, justement, alors vous l'anticipiez, Mustafa Mekidesh, Li Yuan, donc le président de Boon, qui s'est rendu chez Huawei à Shenzhen. On connaît qui est Huawei, on connaît son apport en matière de développement des nouvelles technologies et des télécoms dans le monde. Le président algérien s'est également rendu chez BYD, producteur de véhicules électriques qui montent en flèche également dans le monde. Qu'est-ce que cela vous inspire en Chine et est-ce que la Chine est prête justement à aider l'Algérie en quelque sorte ou à participer au transfert technologique dans l'Algérie, peut-être a besoin pour développer ces nouvelles industries? Je pense qu'il y a depuis longtemps une belle coopération industrielle et économique entre nos deux pays et que cette visite va lancer un nouvel élan dans cette direction-là. Et je pense que ce soit BYD ou Huawei, ce sont des entreprises qui ont mis beaucoup de moyens dans la recherche et développement. Et je pense que c'est ça aussi le secret, je dirais, de développement et le développement durable pour l'Algérie. C'est-à-dire, d'un côté, on va développer bien sûr la production, mais de l'autre côté, les taxes qu'on a récoltées, on va les mettre dans la formation et dans la recherche. Et je pense que c'est ce cercle vertueux que la Chine souhaiterait développer en Algérie. Parce que seulement dans le cas où ce développement économique algérien devient vertueux et durable, que l'intérêt économique deviendra aussi, lui aussi durable. Donc, je pense que c'est pas seulement de créer des entreprises, créer des productions, mais d'aider l'Algérie à adopter un système de développement durable et vertueux. Très bien, alors justement, Li Yuan, Mustafa Mekidesh, Huawei, BYD, symbole aperçu du modèle économique chinois et de l'efficience du modèle économique chinois. Un modèle économique justement qui a un secret peut-être dévoilé depuis plusieurs années, qui s'appuie sur ce qu'on appelle le rapport qualité-prix imbattable. Quels sont les autres secrets justement de ce modèle économique chinois? La réponse en images dans ce sujet signé par la rédaction d'Al24 News. 36 milliards de dollars d'investissement chinois venir en Algérie. En voilà une preuve de plus du sérieux de l'engagement économique chinois vis-à-vis de son partenaire. L'annonce faite jeudi à Pékin par le président algérien Abdelmadjid Tebboune vient mettre le sceau de l'attractivité sur le parchemin de la nouvelle loi algérienne sur l'investissement. À travers de nombreux engagements de la sorte et grâce à un modèle économique des plus efficients, la Chine a réussi à se hisser au rang des pays attirant le plus d'IDE dans le monde. En 2022, pas moins de 322 milliards de dollars ont été investis en Chine, au coude à coude avec les États-Unis. Depuis quelques années, Pékin est au cœur d'une guerre économique sans merci avec les États-Unis et l'Europe. Plus gros exportateur du monde avec 3 364 milliards de dollars en 2021-2022, loin devant Washington qui n'aura totalisé que 1 754 milliards de dollars durant la même période. Les entreprises chinoises arrivent à déjouer tous les subterfuges et les mesures protectionnistes mises en place pour les isoler du marché européen. Quel est donc le secret de l'économie chinoise? Même après la crise liée à la hausse du prix du fret maritime, la Chine a su relever la tête. Habitué à une croissance à 2 chiffres, le pays a relancé la consommation qui a tiré la croissance vers le haut en 2023. L'un des points forts des produits chinois est par exemple un rapport qualité-prix quasi imbattable qui leur confère une force de pénétration dans la plupart des marchés du monde. La compétitivité des entreprises chinoises en est largement renforcée. La Chine accorde également beaucoup d'importance à l'intelligence économique qui connaît l'autre et se connaît lui-même, peut livrer sans bataille sans jamais être en péril, disait Sun Tzu. L'intelligence économique est devenue un outil incontournable qui permet aux entreprises d'avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents.
Enfin, la politique de colocalisation de la production dans de nombreuses régions clés du globe et dans des secteurs souvent stratégiques et des projets structurants, une façon de faire avancer le projet phare de la Chine, la ceinture de la route de la soie. Autant d'arguments que la Chine entend mettre à profit de l'économie algérienne à travers l'intensification de la coopération et le travail main dans la main à l'exportation de produits manufacturés en Algérie vers un continent qui comptera 2 milliards de consommateurs potentiels en 2050. Il s'agit de l'Afrique. C'était donc des éléments de réponse autour du secret du modèle économique chinois qui aura su s'imposer sur tout le globe depuis les 30 dernières années. Mustafa Mekidash, avant de reprendre le débat, permettez-moi d'accueillir Monsieur Dimitri Babitch qui nous rejoint en direct de Moscou. Monsieur Babitch, vous êtes éditorialiste également et analyste politique. Merci d'être avec nous. Bonjour. Monsieur Babitch, nous évoquions à l'instant... Bonjour, je suis enchanté de vous voir. Le plaisir est partagé, Monsieur Babitch. Alors, je disais, nous évoquions à l'instant le secret du modèle économique chinois dans le monde, un modèle économique qui plaît de plus en plus à la Russie et qui veut promouvoir sa coopération économique, notamment dans le secteur de l'énergie, des hydrocarbures avec la Russie. Est-ce que ce modèle, justement, plaît à Moscou et est-ce qu'il est compatible avec les aspirations économiques nouvelles de la Russie ? Oui, la Chine et la Russie, nous avons des économies qui sont très bien liées et qui sont complémentaires. La Russie a les ressources naturelles. Nous avons du pétrole, nous avons de l'acier, nous avons des récoltes immenses de blé. Et la Chine, elle a besoin du blé, elle a besoin du pétrole. Donc la Chine, l'atout majeur de la Chine, c'est leur peuple. Vous savez, le travail qui est moins cher que le travail des Russes, que le travail, surtout le travail des Européens. Et donc, ça fait beaucoup de sens de lier ces deux économies pour créer un centre alternatif, un centre économique alternatif qui aura été capable de faire de concurrence avec l'Union européenne et avec les États-Unis. C'est très possible à faire. Ce n'est pas seulement la Russie et la Chine qui peuvent joindre ce centre alternatif. Bien sûr, c'est l'Algérie, c'est beaucoup de pays d'Afrique qui sont maintenant orientés vers la Chine plutôt que vers la France ou vers les États-Unis. Donc, il y a toute une amalgame des opportunités qui s'ouvrent, surtout après cette visite du président algérien en Chine. Très bien. Dimitri Babitch, alors, un axe économique qui fonctionne du côté de Pékin et d'Alger, un autre axe économique qui fonctionne du côté de Pékin et de Moscou. Alors, la théorie, justement, moderne des relations internationales se veut anticonformiste du point de vue des dogmes qui prévalaient jusqu'à maintenant sur la géopolitique mondiale. Est-ce qu'un axe Alger-Pékin renforcé peut-il s'articuler sur un axe Moscou-Pékin et Moscou-Alger ? Oui, bien sûr, je voudrais noter que pendant cette visite du président algérien en Chine, il était proclamé par le président algérien et par le leader chinois, Xi Jinping, il était proclamé que la Chine soutient l'adhésion de l'Algérie, l'adhésion de l'Algérie aux organisations indépendantes telles que le BRICS par exemple, oui. Pour développer les liens économiques et les liens, je dirais même géopolitiques, oui, entre nos pays. Très bien, merci Monsieur Babitch. Alors, un commentaire peut-être, Monsieur Mekidash, sur la compatibilité de ces nouveaux axes que l'on voit naître sur le plan économique et qui, justement, obéissent à une nouvelle théorie des relations internationales. Oui, tout à fait. Mais au début, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit votre invité, Li Yuan, sur le modèle de développement économique de l'Algérie. Le modèle de développement économique qu'il souhaiterait pour l'Algérie, il parlait d'un modèle assis sur le développement durable et vertueux.
Moi, je crois que c'est vraiment le nouveau paradigme de développement que l'Algérie a choisi et que je voudrais le rassurer de ce point de vue-là. Alors, sur les aspects que vous avez signalés, notamment sur le développement de nos relations économiques avec la Chine et la Russie. Oui, ces nouveaux blocs qui s'imposent. Tout à fait. Donc, parce qu'il y a une émergence, ça correspond objectivement à une émergence de pays qui sont, et de façon plus générale, le BRICS, les BRICS dont on va parler peut-être, donc parce qu'ils constituent également maintenant des porteurs de croissance, des pays porteurs de croissance et d'échanges économiques importants, en plus, si vous voulez, d'une convergence sur un certain nombre de questions géopolitiques, donc notamment sur la multipolarité. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est que avec la Chine, et probablement aussi avec la Russie, donc il y a trois aspects sur lesquels nous allons appuyer, si vous voulez, ces échanges, et qui apparaissent déjà dans des projets déjà actés. C'est les infrastructures, les productions marchandes, industrielles et agroalimentaires, et les technologies nouvelles. Sur ces 3 points, je ne parle pas des industries militaires qui sont composantes de ces 3-là. Donc, sur ces 3 aspects, il y a, si vous voulez, déjà donc des résultats extrêmement intéressants qui ont été obtenus après la visite du président à Moscou et également donc à Pékin. Et ça, je pense qu'il y a donc à consolider ça, et sans pour autant, si vous voulez, arrêter nos relations avec l'Union européenne. Je pense à l'excellence des relations que nous avons avec l'Italie. Donc nous avons un accord stratégique avec l'Italie. Je pense au Portugal. Je pense également à d'autres pays européens sur lesquels nous avons, et nous sommes, vous le savez, donc l'un des premiers, si vous voulez, exportateurs de gaz vers l'Europe. Donc nous couvrons d'un point de vue sécuritaire les besoins énergétiques de l'Europe. Vis-à-vis de nombreux pays, à savoir l'Italie déjà et l'Espagne. Et nous avons également des relations avec les États-Unis d'Amérique. Donc ce sont des relations qui vont être qui existent et qui ont le mérite de pouvoir également nous apporter, si vous voulez, à notre nouveau paradigme du contenu. Donc, ceci étant, il fallait quand même le souligner. Sur les autres aspects, je pense que maintenant, les questions de colocalisation d'un certain nombre d'industries dans cet esprit-là, en Algérie, sont également intéressantes pour la partie chinoise. Oui. Parce qu'elles sont prêtes, donc avec Hamdaniya demain, et avec d'autres Shenzhen, et avec d'autres infrastructures proches de l'Europe. On parle également de l'extension du port de Annaba, peut-être prochainement. Absolument, c'est déjà acté, absolument. Oui, c'est déjà acté. Sans compter celui d'Arzeu et de Skikda. Donc tout ça marque la possibilité d'un accès plus proche vers les marchés européens pour ce qui est coproduit avec les Chinois vers l'Europe, et également en destination des pays subsahariens à travers les infrastructures qui vont être mises en place. Laissez-moi justement reposer cette même question en fonction de ce que vous venez d'avancer à notre ami Li Yuan et également à notre ami Dimitri Babich. Je commence par vous, Li Yuan. Est-ce que c'est justement cette nature des relations apaisées à laquelle tient l'Algérie avec tous ses partenaires qui plaît à Pékin lorsqu'on sait que Pékin, justement, a pour particularité, et notamment en Afrique, on l'a vu en Afrique, cet attachement au principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays avec lesquels elle traite notamment en matière d'économie? Je pense qu'il est extrêmement important de comprendre que le monde lequel la Chine veut construire avec ses partenaires, c'est pas un monde anti-occidental. Oui. C'est pas un monde anti qui que ce soit, mais un monde inclusif, un monde respectueux, un monde dans lequel personne se met au-dessus des autres, personne pille les autres. C'est contraire à ce que fait nos amis occidentaux pendant des siècles passés. C'est ça que nous voulons changer. Et ce développement-là, ce développement, il va être aussi profitable pour nos amis occidentaux. Si l'Algérie se développe, si l'Afrique se développe, c'est aussi des opportunités pour nos amis européennes. Je pense que c'est cette vision-là que la Chine partage avec la Russie, avec l'Algérie, avec d'autres pays BRIC ou de groupe de Shanghai, c'est qu'on va travailler avec tout le monde. La Chine est partenaire avec l'Europe, et la Chine
est partenaire avec les États-Unis. La Chine subit la guerre économique lancée par les États-Unis, mais de côté point de vue chinois, nous sommes partenaires avec tout le monde. Rappelons que plus de 600 milliards de dollars d'exportation ont lieu chaque année entre la Chine et les États-Unis. Exactement. Nous devons tenir une relation cordiale avec tout le monde. C'est cette vision de communauté à destin commun que la Chine adopte pour sa vision du monde. Donc, l'axe Russie-Chine-Algérie va aider au développement de ces pays, mais va pas mettre en mal les autres économies ou faire concurrence aux autres, mais faire un développement de tout le monde. Merci, Monsieur Liouane. Même question à vous, Dimitri Babic. Alors, de nouveaux blocs économiques émergent. Ils sont, c'est vrai, résolument anti-système ultra-libéral qui a peut-être fait preuve de certaines limites durant les dernières années, notamment dans le développement des régions qu'on appelle plus communément les régions pauvres, notamment peut-être en Afrique. Et c'est ce modèle peut-être qui plaît également à Moscou. Je rappelle tout simplement que les trois pays, peut-être la Russie, l'Algérie et la Chine, appellent de leur vœu l'émergence d'un nouvel ordre économique mondial. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je voudrais noter qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont découvert la Chine comme une aide très importante à leur développement économique. Je dirais que les pays comme l'Angola, comme Mozambique, comme le Nigeria, ils sont maintenant plus orientés vers la Chine que vers les pays européens, les anciens empires coloniaux ou vers les États-Unis. Parce que la Chine propose développement sans ingérence, développement où nos amis chinois aident nos amis africains à développer leur économie sans les forcer à accepter quelques systèmes politiques ou sociétals. Je dirais même que ce nouveau monde, cette nouvelle axe qui émerge, ça c'est de bonnes nouvelles aussi pour les Américains. Parce que, regardez, pourquoi M. Trump a-t-il gagné l'élection en 2016? Parce qu'il y avait beaucoup d'Américains qui n'étaient pas heureux à propos de globalisation, à propos de ce système qui laisse sans boulot, qui laisse sans argent des régions entières du monde. Par exemple, aux États-Unis, les régions riches, ce sont l'ouest et l'est du pays, l'est atlantique, l'ouest pacifique, mais le Midwest, des dizaines des États américains, parmi ces deux riches régions, ils se sont appauvris. Et donc, c'est la Chine qui va aider les régions appauvries de l'Afrique de se développer. Et bien sûr, la Russie va aider parce que la Russie a une expérience de lutte commune avec les peuples d'Algérie, de l'Afrique du Sud, contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Et donc, on va avoir cette fusion d'expériences économiques et d'expérience historique qui est aussi très important parce que nous soutenons le développement des traditions. Il ne faut pas oublier les ancêtres. C'est une leçon que les Chinois eux-mêmes nous prêtent. N'oubliez jamais votre passé, n'oubliez pas vos héros, n'acceptez pas une culture globale qui est fondée sur l'oubli, qui est fondée sur l'entraînement et pas sur l'histoire. Très bien, merci Monsieur Dimitri Babic. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, vous étiez en direct avec nous, analyste politique également, vous étiez en direct avec nous depuis Moscou. Merci, à très bientôt. Alors Moscou nous quitte, Marseille nous rejoint. Nazim Silim, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Sans plus perdre de temps, ma question s'adresse à vous, Nazim Sini, le président algérien Abdelmadjid Tebboune chez Huawei BYD. Qu'est-ce que cela évoque chez vous?
Écoutez, d'abord, c'est une visite extrêmement symbolique et très intéressante parce que ces deux entreprises représentent l'excellence chinoise, chacune dans son domaine respectif. Huawei pour les télécommunications, les nouvelles technologies, les smartphones. Et je tiens à rappeler aussi que c'est l'une des entreprises qui consacre le plus de budget en matière de recherche et développement, environ 15 milliards de dollars par an. Et pour BYD, c'est aussi un modèle de transformation d'une entreprise, puisqu'il faut savoir qu'à la base, ils fabriquaient des batteries, et puis ils se sont mués petit à petit en constructeurs automobiles extrêmement ambitieux. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait qu'ils soient sortis de la Chine, puisqu'à la base, c'était un constructeur chinois destiné au marché chinois. Et aujourd'hui, BYD a attaqué le marché européen dans l'un des pays les plus difficiles d'accès, qui est la Norvège. Il faut savoir que la Norvège a un taux de pénétration des véhicules électriques qui est supérieur à 30%. Oui. Et en fait, cela sert de laboratoire pour BYD. Et en cela, je pense que ces deux entreprises qui sont des modèles dans leur domaine peuvent représenter une véritable inspiration pour les entreprises algériennes et même en matière de gouvernance, parce que je tenais à vous dire que Huawei, aujourd'hui, 98% du capital de l'entreprise est détenu par un groupe syndical, c'est-à-dire les salariés. Oui. Donc vous voyez, c'est-à-dire que l'Occident n'a pas de leçons à donner à ces entreprises-là, surtout en matière de gouvernance. Et aussi, j'ai l'impression que ces entreprises sont tournées résolument vers les industries du futur. Et c'est en cela que ça devient intéressant pour l'Algérie, puisqu'on s'intéresse nous aussi à l'automobile, mais également aux télécommunications, aux smartphones et aux objets connectés. Alors justement, cette visite, est-ce que Nazim Sini, elle n'a pas ce symbole qui dit peut-être ça sera le laboratoire justement sur lequel on va s'inspirer pour peut-être lancer notre propre industrie en matière de nouvelles technologies en Algérie? Mais complètement, vous avez raison, et surtout qu'il y a de véritables synergies. Vous savez très bien qu'en Algérie, nous avons l'une des meilleures formations dans la zone MENA, North Africa et Middle East. Nous avons aussi de très bons laboratoires, de grandes universités. Et puis, vous avez de l'autre côté la technologie chinoise, le savoir-faire chinois. Et moi, je pense qu'il y a matière à renforcer la coopération pour faire émerger, justement, comme vous dites, une technologie ou une industrie numérique algérienne avec notre propre écosystème, mais en se basant évidemment sur l'expertise et l'expérience chinoise. Pour moi, c'est deux choses qui sont concomitantes et qui vont être très importantes pour l'essor et la diversification de l'économie algérienne. Merci Nazim Sini. Mustafa Mikidash, rapidement, 10 secondes, le mot de la fin, s'il vous plaît. Moi, je pense que nous sommes là déjà, non seulement dans une projection de développement des industries telles qu'elles sont connues sur le plan traditionnel, mais également, nous sommes là dans les nouvelles frontières technologiques, dans ce que les économistes appellent les nouvelles frontières technologiques, avec les télécommunications, avec le spatial, avec les énergies renouvelables. Et je pense que dans ce cadre-là, l'avenir de ces relations, à mon avis, est tout à fait positif. Merci. Et nous devons le construire avec notre communauté des affaires et nos ressources humaines. Merci infiniment, messieurs les experts, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition spéciale. À très bientôt sur Al 24 News pour une autre couverture spéciale.